Agenda chargé pour le chef de l'État au Maroc. Le président a eu plusieurs audiences. Opérateurs économiques ivoiriens et marocains, tous ont été reçus par le chef de l'État pour parler investissement. Enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire. Bilan inquiétant en 2 mois, 21 enfants disparus. L'affaire est très sérieuse. La police est en alerte maximale. C'est un match très attendu par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire affronte le Mali à 16 h. Les éléphants doivent impérativement gagner tout à l'heure leur conférence de presse avant match. Bonjour à tous. Rendons-nous directement au Maroc. 2 jours après la tenue du forum ivoiro-marocain, le président Alassane Ouattara a échangé avec plusieurs personnalités. Il a reçu une dizaine de chefs d'entreprise du Maroc et des opérateurs économiques ivoiriens. La synthèse de toutes ces audiences avec Jérôme Kofi Aboulin. La rencontre entre le président Alassane Ouattara et les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire ayant pris part au forum économique ivoiro-marocain à la faveur de la visite officielle du président de la République au Maroc. Une rencontre dans une ambiance conviviale. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, a, au nom de ses camarades chefs d'entreprise, félicité le chef de l'État pour tout ce qu'il n'a de cesse de faire pour le bonheur des Ivoiriens. Quand je disais que vous êtes le digne fils d'Houphouët-Boigny, je le pense profondément. Je le pense d'autant plus profondément que, avec mes collègues, nous avons traversé une période difficile, très difficile, qui a ébranlé beaucoup d'entreprises, surtout les PME, PMI. Nous sommes en train donc de remonter la pente. Et les actions que vous menez nous permettent d'espérer. Le président de la République, Alassane Ouattara, réagissant, s'est félicité des performances de la Côte d'Ivoire. Nous avons une grande ambition de renforcer pas seulement la coopération, mais le partenariat entre les deux pays. Nous considérons que le Royaume du Maroc est un pôle de croissance, un pôle démocratique en Afrique du Nord et que maintenant la Côte d'Ivoire également a retrouvé sa place. Et notre ambition, c'est de continuer de croître. Et je crois que ce sera possible compte tenu des performances. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique en Afrique, zone CFA, sans conteste. C'est donc une performance importante que nous devons la consolider, nous devons la renforcer. Avec Sa Majesté, nous avons aussi décidé de faire en sorte que ce forum devienne permanent et que nous puissions peut-être tous les 2 ans l'organiser à cette échelle. Donc une fois à Abidjan, une fois bien sûr à Marrakech ou à Casablanca. Je vous remercie d'avoir accepté de venir, de montrer à ce forum que les opportunités, ce n'est pas seulement des projets, mais c'est également des hommes et des femmes. Et tous les échos qui me parviennent confirment la qualité de nos entrepreneurs que vous êtes. Avant cette rencontre avec des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs chefs d'entreprise ou opérateurs économiques marocains. Les entrevues avec ces personnalités se sont déroulées à la Villa des Hôtes, Al-Mansour. Ce sont plus de 10 entrepreneurs qui se sont succédés pour échanger avec le chef de l'État. Des sujets touchant à tous les secteurs d'activité ont été évoqués. Les finances, les télécommunications, la cimenterie, l'immobilier, les infrastructures, pour ne citer que ces secteurs aussi vitaux les uns que les autres. Pour tous ces entrepreneurs marocains déterminés à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, c'est un grand honneur d'avoir été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara.
Et vous l'avez vu également dans les images au Maroc, la première dame, en compagnie de son Altesse Lalla Salma, elle a visité le célèbre jardin majorel de Marrakech. Les temps forts de cette visite avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboula. Au cours de cette randonnée à la découverte du jardin majorel de Marrakech, ce mercredi 21 janvier 2015, plusieurs points d'ancrage pour les illustres visiteuses. À l'entame, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et son hôte, son Altesse Lalla Salma, se sont donné le temps nécessaire pour contempler une partie des 250 espèces végétales. Il y a eu ensuite la visite du musée berbère, qui était l'ancien atelier du célèbre peintre Jacques Majorel, celui dont le nom a été attribué au jardin. Musée inauguré en décembre 2011 par le roi Mohamed VI. Dominique Ouattara a pu se faire une idée claire dans ce musée du riche patrimoine des peuples berbères. Plus de 600 objets collectionnés par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, ces deux compagnons qui ont sauvé le jardin en le rachetant à un acquéreur qui avait l'intention d'y bâtir des villas. Après un parcours d'environ 2 heures d'horloge, c'est par la résidence contiguë au jardin où le couturier français Yves Saint-Laurent a vécu jusqu'à sa mort qu'a pris fin cette sortie, à l'issue de laquelle la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de livrer ses impressions. J'ai été vraiment enchantée et émerveillée de découvrir le jardin de Majorel. C'est tellement accueillant, tellement reposant. On a envie de passer toute la journée. Et son Altesse m'avait déjà prévenu que j'allais adorer et c'est effectivement le cas. C'est tellement agréable et on sent l'âme du grand Yves Saint-Laurent dans ces lieux. On sent combien il aimait le Maroc et je le comprends tout à fait d'ailleurs. On peut dire que depuis son acquisition et sa restauration par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, la Fondation Jardin Majorel de Marrakech reste l'œuvre la plus grandiose de Jacques Majorel. À l'instar de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce chef-d'œuvre ne cesse de captiver tout visiteur qui passe par là. Le chef du gouvernement, lui, est encore à Davos en Suisse. Il prend part au Forum économique mondial qui s'achève aujourd'hui. Mais avant, Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au patron du groupe Microsoft. En attendant de revenir sur ce reportage ce soir, nous allons vous proposer cette rencontre sur la sécurité alimentaire en présence du chef du gouvernement ivoirien. Et c'est avec notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Un agenda bien chargé pour cette 3e journée du Forum de Davos. Les questions de sécurité alimentaire et de déficit en énergie sur le continent africain ont été abordées au cours d'ateliers auxquels le chef du gouvernement a pris part ce matin. Avec plus de 950 millions d'habitants, l'Afrique ne connaît que 30% d'accès à l'électricité alors qu'elle regorge de potentialités. L'un des problèmes donc importants, c'est le problème du financement du secteur donc électrique. J'ai indiqué que le président de la République, lui, il a souhaité que ce soit le secteur privé qui finance l'électricité chez nous, sous forme donc de BOT ou BOO. Et c'est le cas par exemple au niveau d'Azito, c'est le cas notamment au niveau donc de Cyprel. Et l'un des éléments qu'il faudrait pouvoir aussi noter, qui ont été soulignés, notamment au niveau de le cas de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que le mixte soit en faveur de l'hydroélectricité. En début d'après-midi, une conférence de presse a réuni le chef du gouvernement, Donald Kaberouka de la BAD, ainsi que plusieurs autres personnalités autour des solutions pratiques au déficit d'énergie. Plus tard, un atelier à huis clos s'est penché sur les dispositions internationales pour l'éradication d'Ebola. Il en ressort la nécessité d'une meilleure coordination des actions de lutte sur le terrain et une bonne nouvelle, notamment au niveau du vaccin. Ce soir, le chef du gouvernement est attendu à un dîner où il devra, aux côtés d'autres personnalités, repenser l'avenir de l'Afrique. L'un des intérêts d'un forum comme celui de Davos, au-delà des termes abordés en atelier ou en plénière, ou encore l'intervention de chefs d'État comme François Hollande ou Angela Merkel qui étaient présents, c'est les rencontres B2B. Exemple palpable, la rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et Aliko Dangote, ce richissime homme d'affaires nigérian. Il a réaffirmé sa ferme intention de maintenir son investissement dans le pays, près de 100 millions de dollars dans la cimenterie. Si la chose est faite, ce sont des milliers d'emplois qui seront créés en Côte d'Ivoire. Merci Alexis et rappelons que le Forum économique mondial à Davos en Suisse prend fin ce samedi.
Sur place ici à Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vise aujourd'hui la certification américaine. Hier, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est rendu sur place pour voir les progrès réalisés. Il prépare ainsi l'arrivée à Abidjan d'experts américains en charge de l'évolution du processus. C'est une étape déterminante vers l'ouverture d'une ligne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Lassine Bakayoko et Sylvie Touré pour plus de détails. Le centre des opérations d'urgence, le périmètre d'enregistrement, le filtrage des bagages de soute, le poste d'inspection et filtrage des passagers départ sont entre autres les zones et installations de l'aéroport d'Abidjan visitées par l'ambassadeur des États-Unis. Terence Maculé est allé se faire une idée de l'infrastructure en quête de la certification américaine. J'ai été très impressionné par toutes les mesures qui ont été mises en place, toutes les dispositions qui ont été mises en place ici à Abidjan pour assurer la sécurité et la sûreté et de l'aviation civile et des passagers. Pour mettre l'infrastructure aux normes internationales, le gouvernement a réalisé d'importants investissements. Les équipements de surveillance ont été modernisés, les instruments de sécurisation renforcés et les services aux usagers améliorés. Signe de ces évolutions positives, le niveau de sûreté a atteint 78%. Quant à la sécurité, le taux est de 64%. Une performance au regard du ratio communautaire qui est de 60%. La tutelle ne cache pas son optimisme. Nous sommes en très bonne voie. Les audits, aussi bien de l'UEMOA comme de l'OACI, nous donnent d'excellents résultats. Et l'OACI étant l'organe suprême, il n'y a pas de raison qu'au niveau des autorités de l'aviation civile américaine, on ne puisse pas avoir les résultats attendus. L'ouverture du ciel américain aux avions en provenance d'Abidjan permettra d'accroître substantiellement les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Pour cette année 2015, la Direction générale des impôts doit réaliser une recette qui a été fixée à 1700 milliards de francs CFA. Un grand défi à relever par l'administration fiscale ivoirienne qui compte pour ce faire renforcer la procédure de contrôle auprès des contribuables. Jean-Louis Gbangbo et Adama Kone. Pascal Abinan Kouakou prévient. 2015 sera, pour la Direction générale des impôts DGI, l'année du contrôle. Cette année 2015 est décrétée comme l'année du contrôle à tous les niveaux. Je suis en train de faire une formation aux vérificateurs pour qu'ils aient les moyens pour affronter la comptabilité des entreprises. Par cette nouvelle orientation de la politique de collecte des impôts, le directeur général veut éviter de vivre la situation de 2014. 2014 s'est en effet achevé sur une contre-performance de la DGI. Alors qu'il était attendu de collecter 1500 milliards de francs CFA, les services des impôts ont mobilisé 1479 milliards. Les raisons, selon le DG, sont de 3 ordres. D'abord, il y a les revenus du pétrole. Vous le savez, la production au niveau du pétrole a baissé. Deuxième raison, les recettes attendues au niveau de l'EVA. Vous le savez, les cours mondiaux se sont effondrés. Et troisième raison, les compensations. Cette année, l'objectif de recette est de 1700 milliards de francs CFA. Outre le contrôle qui sera renforcé, la Direction générale des impôts compte sur l'appui des médias pour atteindre cet objectif. Nous sommes dans un pays où le civisme fiscal n'est pas encore totalement compris. Il n'y a que les médias, la presse écrite, la télévision qui nous aident à faire en sorte que les Ivoiriens comprennent. Pour les agents du fisc, la consigne est claire dans leur rapport avec les contribuables, particulièrement les entreprises. Plus de cache-cache avec les impôts. C'est un fait préoccupant, c'est une véritable menace pour la population. En 2 mois, 21 enfants enlevés. Hier, le directeur général de la police a tenu une conférence de presse pour informer la population ivoirienne sur les dispositions prises par la police pour mettre fin à ce phénomène. Le témoignage d'Amza Diaby.
Du 1er décembre 2014 au 22 janvier dernier, 21 cas d'enlèvement d'enfants ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Ces mots sont du directeur général de la police nationale. Pour l'administrateur général Bredombia, ce phénomène doit être endigué. Et pour y arriver, tout le monde doit jouer son rôle. Nous demandons à ce que les parents soient très prudents. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire confiance à 100% à quelqu'un que vous hébergez. Le minimum, c'est d'avoir son nom, son adresse, et au cas où la personne disparaît, où on peut le trouver. Nous recommandons que la population puisse, en laissant les enfants aller, soit inscrire le nom de l'enfant sous un sous-corps. Aujourd'hui, on met l'école sur la tenue de travail, mais nous souhaitons qu'on puisse mettre le nom et une adresse d'un des parents sous le sous-corps. Ensuite, nous recommandons que les parents en parlent avec leurs enfants. Ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler avec l'enfant. Le transporteur, s'il prend un enfant, il faut que l'enfant soit accompagné soit du père, de la mère ou d'un document express pour qu'il puisse transporter l'enfant. S'il arrivait quand même qu'un cas survienne, le directeur général de la police souhaite que les populations contactent très rapidement la police. Il faut dénoncer. Si d'aventure on voit que des gens sont dans le quartier ou habitent dans des maisons à côté de nous, où des enfants existent, qui ne sont pas leurs enfants, il faut dénoncer. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Il faut dénoncer. Et pour faciliter ce rapport police-population, il existe désormais un comité consultatif d'éthique dans tous les commissariats. Un comité composé de toutes les couches sociales. Ce lundi, le président Alassane Ouattara va inaugurer la station de traitement d'eau à Bonois. Mais avant, notre reporter Sidonie Davila a fait l'état des lieux de l'accès à l'eau potable à Abidjan Sud. Suivez son reportage. Depuis plusieurs années, Viviane Aka se réveille à 4 h du matin tous les jours pour avoir de l'eau. C'est qu'à Gonzagueville, quartier périphérique situé dans la commune de Port-Boué, l'eau potable est une denrée rare. On a des problèmes de l'eau. Même quand tu vends souvent, tu ne gagnes pas de l'eau. Vraiment, on souffre. Dans cette cour, c'est ce puits qui sert de point d'eau. Potable ou non, les habitants n'ont pas le choix, ils doivent s'en servir. Ce puits-là, c'est pas bien à boire. On prend pour préparer, mais on ne prend pas pour boire. On s'en puiser de l'eau avec les bidons pour venir boire. La commune de Marcory n'échappe pas à cette pénurie d'eau. Mais ici, ce sont les suppresseurs qui remplacent les puits. La crise de l'eau frappe tout Abidjan Sud, c'est-à-dire Port-Boué, Marcory et Koumassi. En cause, le manque d'investissement dans le secteur ces dernières années. Pendant plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'investissement structurant dans le secteur de l'eau potable. À cela, il faut ajouter aussi, pour la ville d'Abidjan, si on veut faire un zoom sur cette ville, donc le facteur combiné du déficit d'investissement et de l'explosion démographique ont aggravé, n'est-ce pas, les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Conséquence, pour des besoins estimés à 120 000 m3 d'eau par jour pour Abidjan Sud, seulement la moitié de ces besoins sont satisfaits, et ce à partir d'Abidjan Nord. Les populations payent un lourd tribut de ce manque d'investissement. La société en charge de l'exploitation d'eau aussi. La première difficulté, c'est les plaintes des clients qui ont signé avec nous un contrat dans lesquels on s'est engagé à leur fournir de l'eau 24 heures sur 24 et qui ne reçoivent pas de l'eau 24 heures sur 24. Ensuite, les clients se plaignent d'être facturés, n'est-ce pas, alors qu'ils ne reçoivent pas de l'eau en continu. Cela se traduit évidemment par de graves difficultés. Nos collaborateurs ont parfois du mal à exercer leur travail sur le terrain. Impossible pour les agents de la SODECI de procéder au prélèvement sur les compteurs et de faire l'entretien du réseau. Conséquence, le ratio de facturation est passé de 80 à 71%, ce qui représente un manque à gagner de 6 milliards de francs CFA pour l'année 2014. L'État à qui incombe l'investissement dans le secteur a pris à bras-le-corps la question de l'eau. Une station de traitement d'eau a été construite à Bonois. Le président de la République en ouvrira les vannes le 26 janvier prochain pour soulager les populations d'Abidjan Sud. Une nouvelle bien accueillie. Nous donner de l'eau, c'est un cadeau de début d'année qui est inestimable parce que les populations n'en pouvaient plus. Nous étions sur la côte raide et le président vient nous enlever une épine du pied. En nous donnant de l'eau, le président nous donne la vie.
Améliorer l'accès à l'eau potable figure au rang des priorités du gouvernement Ouattara. Ainsi, ce sont 80 000 mètres cubes d'eau supplémentaires qui seront servis tous les jours aux habitants des communes de Port-Boué, Marcory et Koumassi à compter de ce lundi et étancher leur soif d'accès à l'eau potable. La campagne sur la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire est lancée par le ministère de l'Éducation nationale. Une campagne lancée sur la base d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans nos établissements, 2 élèves sur 5 sont frappés et 1 sur 3 humiliés tous les jours. Le ministère de l'Éducation nationale dit non dans ce reportage de Guillaume Zéré et Grace Kando. Moins d'1 an après avoir engagé le combat contre les grossesses en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'insurge contre les violences faites aux élèves. 2 élèves sur 5 sont frappés et 1 sur 3 est humilié tous les jours dans les écoles. Devant les acteurs et les partenaires du système éducatif, Kandia Camara a dit toute sa détermination à lutter contre ce phénomène. Nous ne nous contentons pas de vœux pieux. Nous agissons surtout. Il y a lieu de mieux s'organiser donc pour apporter une réponse efficace, synergique et durable aux situations de détresse des enfants. Si les élèves sont les victimes, les adultes sont les coupables. C'est pourquoi le ministère a élaboré une stratégie de lutte à l'intention des enseignants et du personnel du ministère, souvent auteurs de ces actes répréhensibles. Des documents, des règles et des codes de conduite leur sont destinés. Ils vont leur permettre, conformément aux normes internationales, de s'engager pour l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. Un engagement salué par les élèves et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La première étape pour la solution du problème est là. Parce que déjà, il y a la reconnaissance de Madame le ministre pour ce problème. Ça, c'est la première étape pour la résolution du problème à la longue terme. À ce lancement, la ministre Kandia Camara a exprimé son amertume face aux récurrents enlèvements et assassinats d'enfants. Pour une école performante et de qualité dans la région de l'Ifou, le conseil régional a décidé de faire de l'école sa priorité. Réhabilitation, construction de salles de classe et équipement des écoles en table-banc. Des actions d'envergure du conseil régional pour permettre aux enfants d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjokon. L'école dans la région de l'Ifou connaît d'énormes difficultés dans son fonctionnement, tout particulièrement dans les localités de Prikro et de Weli. Difficultés qui ont pour nom manque de tables-bancs et d'infrastructures. Même l'école, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, les enfants sont encore depuis la rentrée, mais les enfants n'ont pas encore trouvé de salle de classe. Donc vraiment, c'est difficile. Les enfants continuent de souffrir, puis on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'ils se débrouillent, on est obligé, vous le voyez, sous les abattements, on est obligé de le faire. Les enfants sont là, les enseignants sont là. Un problème de bâtiment pour abriter la nouvelle école. Le déficit en table-banc dans la région s'élève à plus de 3500 et celui des bâtiments à 200 salles de classe. Une situation qui réduit le taux de scolarisation et de réussite dans la région. Des classes de fortune sont donc construites par les populations avec des effectifs pléthoriques, occasionnant des conditions de travail difficiles. Pour trouver une solution définitive à ces difficultés, le conseil régional de l'Ifou a décidé de faire de l'éducation sa priorité en cette année 2015. Ces actions en faveur de l'école ont débuté par la réhabilitation des salles de classe des écoles primaires de Kwakusekro et d'Alanda. 1000 tables-bancs ont été également distribuées dans les écoles primaires de la région de l'Ifou. Dans notre zone, au niveau de l'éducation, les besoins sont vraiment énormes. Vous verrez qu'au niveau de l'éducation, il y a la réhabilitation des écoles, il y a aussi la construction de nouvelles écoles. Au cours de la session ordinaire, le président Koumoué Kofi Moïse a dégagé ses priorités pour la région. Après le passage du président, nous sommes engagés à consolider tout ce qu'il a entrepris au niveau des infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau de l'électrification et de l'eau potable. Aujourd'hui, tous les marchés
de 2014 sont approuvés. Et normalement, les travaux ont commencé. Dans ses priorités, l'éducation occupe une place de choix avec plus de 40% du budget alloué aux investissements. Le conseil régional compte doter tous les villages de la région d'une école primaire et compléter les écoles existantes à plus de 3 classes. Éducation et développement riment ensemble. À Dabakala, les cadres ont décidé d'unir leurs forces pour ensemble développer le département. Le compte-rendu d'Éric Goré. Selon le comité permanent de réflexion pour la cohésion et le développement du département de Dabakala, cette région ne bénéficie pas du soutien de certains de ses fils et filles. Notons que ce comité a pour objectif de lutter pour le développement de la région de Dabakala. Une rencontre des filles et fils et des opérateurs économiques de la région a eu lieu et a permis d'indiquer les voies et moyens pour que ce département sorte de sa léthargie. Ces filles et fils de la région décident de parler désormais d'une même voix pour le bien-être de leur population. Car pour eux, il est important d'épouser l'ambition du président de la République qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour eux, aucun développement ne peut se faire sans la cohésion sociale des enfants de la région. À l'occasion de cette rencontre, le comité permanent de réflexion pour la cohésion et le développement a été reconduit pour un mandat de 2 ans. À Bangolo, c'est plutôt le patrimoine Oué qui est valorisé. Cérémonie traditionnelle à l'occasion de l'intronisation du chef de la tribu Gué. Ambiance et commentaires, Serge Kolia. La tribu Gué a désormais un chef. Il s'agit de Do Blanchard, inspecteur des douanes à la retraite. L'autorité du chef du tribu Gué s'étend sur les 4 villages du canton, à savoir Zibaboyeblo, Da, Caen et Gowo. Élu par le collectif des 4 chefs, il sera l'interface entre la chefferie et les autorités administratives. Le chef de la tribu Gué entend réorganiser la chefferie traditionnelle, œuvrer au développement de la région du Guémont, restaurer le patrimoine Oué fortement secoué après plusieurs années de crise en Côte d'Ivoire. Le Guémont a également besoin de réconciliation, de cohésion sociale et de fraternité entre autochtones, allochtones et communautés CEDEAO installées dans la région. Le préfet Gbane Mahama a exprimé son soutien au chef de la tribu Gué tout en appelant à la paix. Guy Bani-Georges, maire résident, représentant le député-maire de Bangolo commune, parrain de la cérémonie, a pour sa part prôné l'entente et l'unité, gage de tout développement. Le président du conseil régional du Guémont et les différentes personnalités présentes se réjouissent d'avoir un interlocuteur dont la vision s'inscrit dans la politique de renaissance du Guémont. L'intronisation de Do Blanchard en tant que chef du tribu Gué a été marquée par des réjouissances qui ont mis en exergue le riche patrimoine culturel Oué. Voilà. Dans le domaine de la santé, aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais l'ONG DIA s'engage dans la prévention. Cette ONG vient de faire don de kits de lutte contre la fièvre Ebola à la sous-préfecture de Tienko. Commentaire, Thérèse Tapeyoboué. Renforcer la lutte contre la fièvre à virus Ebola, c'est l'objectif de l'ONG Diania qui vient de faire don à la sous-préfecture de Tienko. Don composé de gel alcoolisé, de l'eau de javel, des pots de lavage des mains, du savon. La présidente de l'ONG a exhorté toute la population à prendre en compte les mesures préventives décidées par l'État de Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Sigue Gbadé a exprimé au nom de l'État de Côte d'Ivoire sa reconnaissance à l'ONG et profité de l'occasion pour rappeler les mesures, à savoir le lavage des mains, l'interdiction de chasser et de consommer de la viande de brousse et l'interdiction de se serrer la main ou de se faire des accolades. Il a promis un bon usage des kits pour renforcer la lutte contre la fièvre endémique qui a fait plus de 7000 victimes, principalement en Afrique de l'Ouest. L'ONG Diania est créée en 2004. Elle a pour objectif, entre autres, d'assurer le regroupement et l'épanouissement de toutes les fils et filles de la sous-préfecture de Tienko, de participer à la formation et à l'éducation des jeunes filles. Dans l'actualité sportive, la CAN 2015 avec ce match très attendu, le match Côte d'Ivoire-Mali à 16h, un match qui va se jouer sans Gervinho avant la rencontre, la conférence des éléphants avec Anne-Marie Nguessan.
Hervé Renard est d'abord revenu sur la prestation de ses poulains tenus en échec par une surprenante équipe de la Guinée. Surtout déçu de la manière de la première mi-temps. Ensuite, plutôt satisfait de la réaction à 10 contre 11 et de l'égalisation. Je pense qu'on a marqué certainement un des plus beaux buts de la compétition jusqu'à présent. Cela dit, la Côte d'Ivoire a-t-elle les armes et arguments nécessaires pour affronter le Mali qui a tenu tête au Cameroun? Bien sûr qu'on a les armes pour pouvoir contrarier cette équipe du Mali. Vous savez, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, il y a parfois des équipes qui démarrent très bien, à un rythme très soutenu, et puis le deuxième match, les choses changent légèrement. Vous pouvez prendre exemple sur le Gabon. Donc il faut rester serein. Il s'est également prononcé sur la forme du capitaine des éléphants, Yaya Touré, et la présence et l'apport de Roger Claver-Assalé et d'Eric Bailly dans le groupe. On n'a pas vu le meilleur Yaya Touré qu'on puisse voir contre la Guinée. Donc maintenant c'est à lui de porter l'équipe à bout de bras. Il a un brassard de capitaine. Il a une charge sur les épaules d'emmener ses coéquipiers avec lui et c'est à lui de montrer l'exemple et de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait lors du premier match. Pour sa part, le jeune Eric Bertrand Bailly a dit sa joie et sa détermination à travailler aux côtés de Kolo Touré et les autres. Le 11 ivoirien doit impérativement gagner à 16h pour se relancer à 18h Guinée-Cameroun. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Lassine Fofana. Merci de votre fidélité.